Bonjour, aujourd'hui nous recevons pour notre chaîne UITV Danny Giraud. Il est le PDG de Medin Limited. Bonjour Danny. Bonjour Florence. Et merci de nous accueillir ici dans ce parc magnifique. C'est un plaisir. Il s'appelle Casella, qui a été renommé récemment Casella World of Adventure en octobre. Et à cette occasion, vous avez accueilli de nouveaux résidents qui viennent d'Afrique du Sud, je crois. Et également, vous avez étendu les activités outdoor du parc. Donc depuis son lancement en 1979, où le parc était principalement un parc d'oiseaux, ont été rajoutées des activités de loisirs extérieurs. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc, toute cette évolution depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui? Et quelles sont encore les étapes à venir? Quels sont vos projets concernant Casella? Casella a commencé en 1976. Il y a monsieur Lanferna qui avait une volière à la Rivière Noire. Donc il arrivait maintenant à un certain âge, donc il voulait se défaire de ce volière. Donc il avait chargé son gendre de trouver un acquéreur. Donc le premier acquéreur c'était monsieur Guimbaud, qui était une propriété dans le sud de l'île. Et malheureusement il a été atteint d'une maladie. Et c'est par défaut, disons, que le parc d'oiseaux était venu à Medin. Donc c'est M. Serriès, qui était le PDG du groupe Will, avec Fuel et Medin, qui avait une compagnie à vocation agricole, donc surtout canne à sucre. Donc notre administrateur de l'époque a accepté de mettre le parc d'oiseaux ici, à Casella. Donc ça a été un gros travail, parce qu'il fallait bouger toutes les cages d'oiseaux. Et là nous avons eu recours à un expert de la World Wildlife Society, pour nous aider à mettre ce parc. Donc le parc était un parc d'oiseaux qu'on a hérité, disons, par défaut. Et c'est de là que tout commence, notre évolution dans notre parc. Ouais. Et ça a été accéléré vers l'an 2000. C'est là où plutôt nous avons fait des investissements supplémentaires dans la restauration, d'aménagement du parc pour les enfants, avec des nouveaux animaux, les tigres, les singes, plusieurs animaux en interaction pour les enfants. Puis on a planté un parc en herbe indigène. Et après, depuis 2004-2017, nous avons évolué avec des quads, des segways, des tyroliennes. Je crois que c'est le plus long maintenant dans l'océan Indien, avec 400 mètres de longueur. Et dernièrement, donc, on a fait venir par avion 80 à 90 animaux, dont 10 girafes, des impalas, des oryx, des springboks. Et donc nous avons un parc animalier vraiment qui ressemble à l'Afrique. Depuis 2008 à peu près, nous avons importé des lions avec un partenaire, Grand Bistro de Zimbabwe. Donc maintenant on pouvait faire des marches avec des lions. Nous avons maintenant d'autres animaux félins, des big cats comme on dit en anglais. Et qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc l'évolution continue. La semaine prochaine, nous recevrons des rhinocéros. Et là, nous sommes en préparés pour avoir des éléphants. Mais avant les éléphants, on doit être reconnu comme un zoo. Mais on veut garder le côté zoo et parc naturel. Donc nous sommes dans l'attente de la certification de zoo, que nous espérons avoir très bientôt. D'accord. Et vous avez assez d'espace évidemment pour accueillir oui, nous avons à peu près 300 à 400 hectares, mais nous avons des hectares supplémentaires et disponibles si nous voulons agrandir le parc. Donc Casella, et quelles sont les évolutions que vous planifiez pour les années à venir? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont... Oui, déjà nous voulons faire des lodges pour que la clientèle peut avoir ce feeling de se trouver avec des animaux en pleine nature. Et là, nous, le projet sur Casa, c'était un projet de 1 milliard de roupies. La première phase qu'on vient d'ouvrir hier était de 450 millions. Donc on a fait un Discovery Center. On peut avoir des films en 4D, voir à l'île Maurice, il y a plusieurs boutiques, ainsi de suite. Nous avons partagé le parc en zone safari, en zone émotion, en plusieurs zones. Et la deuxième phase sera tout le côté water park, donc, qui viendra dans les années à venir. Donc une grosse évolution, en quelques décennies. Ça va être, je crois, un parc international, ne serait-ce que régional
Et aujourd'hui, nous accueillons près de 350 000 clients, donc visiteurs. Donc on aura d'ici 1 ou 2 ans, nous espérons à peu près 500 000 visiteurs annuellement. Casella fait partie du département loisirs de Medine Limited. Oui. Vous avez 3 départements dans Medine Limited. Vous avez le loisir, vous avez la property et également l'agriculture qui est en fait cœur de métier de Medine à la base. Oui, c'est-à-dire que Medine, la stratégie de Medine pendant 100 ans, c'était d'optimiser la plantation de canne. Donc il y a eu beaucoup de propriétaires qui ont fait faillite ou qui ont voulu vendre leurs terres. Donc on avait une stratégie d'acquérir les terres pour avoir une certaine dimension usinière. Donc maintenant, pendant ces 100 ans, nous avons acquis près de 10 000 hectares. Okay. Et aujourd'hui, nous avons planté à peu près 4 000 hectares de canne. Et donc nous avons 6 000 hectares de disponibilité. Donc notre ressource aujourd'hui, c'est la terre. Et cette terre, notre stratégie est basée sur le développement pour optimiser cette terre. Donc nous avons tout le côté property, donc l'immobilier, le foncier. Et nous avons tout le développement parce que nous sommes aussi près de la mer, donc développement hôtelier à Tamarina Hôtel. Nous avons fait un golf avec nous sommes le premier à avoir fait une Integrated Resort Scheme. Nous avons tout vendu à Tamarina et Tamarina c'est la même grandeur que Monaco. Et hier, la Stéphanie de Monaco, la princesse qui est la marraine de Casa, a inauguré le parc hier avec le ministre Xavier Duval qui est le député Prime Minister. Et nous avons donc 4 clusters. Nous avons l'agricole, donc qui est le début d'opération de Medine. Nous avons diversifié dans le property, dans l'immobilier et dans le foncier. Après, dans le secteur loisirs, avec l'hôtel, golf, Casella. Et nous avons des compagnies sœurs comme Concorde et la Palmeraie, qui est un petit hôtel dans l'Est. Et maintenant, depuis 2 ou 3 ans, nous avons développé le cluster éducation. Donc nous avons maintenant les écoles primaires, maintenant secondaires, et nous avons des universités. Nous avons Vatel, l'ESSEC, l'École supérieure de Paris. Et là, nous sommes en négociation avec l'École centrale de Nantes, avec l'École d'architecture en France, avec Assas, l'École de droit, l'École René Descartes pour la pharmacie et la médecine, Ferrandi pour l'École de gastronomie, donc, et d'autres écoles, d'autres universités encore. Et là, nous débutons notre campus universitaire où il y aura d'ici quelques mois à peu près 150 logements disponibles pour les étudiants. Et nous avons aussi Supinfo qui est une université d'informatique. Et le campus sera effectif quand? Ici, octobre. Et il est plutôt destiné aux Mauriciens? Non, notre cluster éducatif donc, se tourne vers l'international, principalement sur l'Afrique, qui est notre continent où nous sommes membres de toutes les associations des pays d'Afrique, comme SADC, COMESA. Et donc, nous avons une université bilingue. Donc, le FOS, il y a des cours non dispensés en anglais, il y a des cours dispensés en français. Et voilà un peu le côté éducation se trouve, c'est au niveau international. Ce n'est pas que pour les Mauriciens. Les Mauriciens ont leur place. Il y aura des bourses qui vont être attribuées pour les Mauriciens, pour les aider. Mais c'est un nouveau centre de développement international. Alors, depuis quelques années, Maurice doit faire face à une crise du sucre qui est assez importante avec la baisse du cours du sucre. Et vous avez également, donc, dans ce département agricole et sucrier, développé une joint venture avec une société britannique. Nous avons le sucre qui est un problème, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le prix du sucre est très bas. Donc nous prenons les mesures nécessaires pour essayer de voir comment ajouter de la valeur à ce produit de commodité. Mais nous avons des produits qui sont dérivés du sucre, comme l'alcool. De l'alcool, on fait le rhum, ou du vodka, ou n'importe quel autre spiritueux. Donc nous avons un accord avec la plus vieille entreprise dans le vin et dans les spiritueux, qui est Berry Brothers and Rudd
à Londres. Et nous avons mis au point 2 rhums. Le Pink Pigeon, à base de vanille, avec nos partenaires réunionnais, Alain Châtel, un partenariat Réunion, Maurice et Anglais. Et après, nous avons mis au point aussi un rhum qui est le Penny Blue, qui est un premium, qui est de haute facture et que nous maintenant commercialisons dans le monde entier. Mais le rhum est fait à base de mélasse ou de jus de canne. Donc tous les départements français, des départements d'outre-mer, font du rhum à base de jus de canne. Donc c'est le petit rhum agricole, le rhum agricole qu'on appelle. Donc à l'époque à Maurice, on n'avait pas le droit de faire le rhum agricole parce que tout le sucre devait partir pour le quota à l'exploitation. Depuis quelques années, nous sommes autorisés à faire du rhum agricole. Mais le marché du rhum, à 98-99%, est à base de mélasse. Donc ce que nous faisons, c'est notre rhum est à base de mélasse. Oui, nous faisons quelques rhums à base de jus de canne ou un mélange jus de canne mélasse, mais nous sommes plus dans le rhum à base de mélasse. Maintenant, Médine est un groupe qui est en perpétuelle évolution. Depuis des décennies, on vient d'en parler. Quels sont maintenant les projets à plus long terme pour Médine, que ce soit dans le loisir, dans... Oui, c'est-à-dire que Médine, nous avons fait depuis 2005 un plan sur 25 ans. Donc c'est déjà, il y a un master plan qui a été fait pour développer la région de l'Ouest. Donc c'est un peu une stratégie pour mettre en valeur nos terres et pouvoir mettre une urbanisation réfléchie à l'ouest. Donc nous avons à mettre en place des zones urbaines pour tous les niveaux sociaux, que ce soit pour les pauvres, pour les moins pauvres, pour les médiums, pour les riches. Donc il y a toute une réflexion philosophique, économique et sociale. Donc pour faire le développement de l'urbanisation, il faut des écoles, il faut des universités, il faut toute une infrastructure. Toute une infrastructure en place pour avoir une vie. Donc la zone business, nous avons un business park, nous avons fait un centre commercial, nous avons un centre universitaire, nous essayons de mettre un hôpital avec toutes les écoles qui vont se mettre en place. Donc avoir une vie communautaire dans l'Ouest, dans la région. Oui. Voilà un peu notre stratégie. Ah oui. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes le premier acteur économique de la région, je pense, sur l'Ouest. Les terres s'étendent d'où à où, effectivement, de la propriété de Médine? Depuis Tamarin, oui. On monte jusqu'à pas loin de Quepip, Floréal, oui. Et jusqu'à Chébel, près de pas loin de Chébel, Beaubassin. Donc c'est pas uniforme, mais nous avons des zones qui nous appartiennent, des zones qui appartiennent aux autres. Écoutez, c'était très intéressant, Dany. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir reçus ici. C'est que des points positifs pour Maurice, tous ces développements à venir. Oui, parce que Maurice on ne peut pas regarder derrière. Nous sommes un pays, un des plus denses au monde, après Macao, Hong Kong, Singapour, le Vatican. Nous sommes à 660 habitants au kilomètre carré. Et donc, nous sommes une petite économie, nous avons 1,2 million d'habitants, donc ce n'est pas une économie à proprement parler. Et donc, on ne peut pas regarder derrière, il y a 6 000 à 7 000 demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché tous les ans. Donc, il faut avoir une croissance de 5% pour pouvoir absorber la main-d'œuvre. Donc, il faut prendre des décisions rapides, investir sans cesse. On ne peut pas s'arrêter. Il faut accélérer le pas au contraire, parce que même l'ouverture, il faut avoir une ouverture de Maurice vers les étrangers. Surtout que Maurice a une position stratégique dans l'océan Indien, entre l'Asie et l'Afrique. C'est vraiment quelque chose à exploiter. Oui, c'est un atout naturel, parce que ça a toujours été là, sur la route de l'Inde, depuis l'histoire de Maurice. Depuis l'histoire. Donc, il ne faut pas réinventer l'histoire. Donc c'est une réalité, c'est une réalité de fait. C'est un patrimoine qu'il faut continuer à... C'est un truc presque inné. Donc il faut utiliser ça et c'est un atout et je crois que ça va être accepté de part et d'autre. D'autant plus que Maurice, tous les pionniers du monde entier qui sont arrivés ici, des gros continents. L'Europe, l'Inde, l'Asie, la Chine, donc l'Afrique. Nous sommes tous des pionniers. Tous les Mauriciens sont des pionniers. Il n'y a pas d'autochtones à Maurice. Merci beaucoup, Dany. Je vous en prie, plaisir. À très bientôt. À bientôt.